J'ai vu qu'avec tes patients qui étaient opérés pour des croisés, tu faisais des rendez-vous préopératoires pour leur expliquer des choses qui allaient se passer en post-op, parce que souvent ils n'étaient pas informés de ce qu'ils allaient subir en post-opératoire. Ils pensaient que l'opération c'était comme se faire enlever un petit grain de beauté, quoi. Une fois, je me rappelle une anecdote incroyable, une patiente qui arrive 2 mois post-op et qui me dit mais Simon, c'est bientôt fini, tu vois. Je te jure, elle m'a dit, elle a utilisé ces mots, mais c'est bientôt fini, ou ça va durer longtemps encore. Entre un Kenneth Jones, un DIDT ou un DT4, l'impact sur les activités de la vie quotidienne va être complètement différent, surtout au début de la prise en charge. Je vais plutôt avoir tendance à utiliser des phases fonctionnelles. En gros, je vais lui dire, premier objectif, que tu marches sans canne. Deuxième objectif, que tu reprennes la course à pied. Et troisième objectif, que tu reprennes ta pratique sportive. Et tout ça, ça permet en fait qu'il voit que déjà, ça va pas être les vacances. Il va devoir donner de sa personne, il va devoir s'investir. Et j'insiste vraiment là-dessus. Je mets que c'est un investissement avant tout. Et s'il est pas prêt à faire les efforts entre guillemets nécessaires pour faire opérer et faire une bonne rééducation derrière pendant 6-8 mois, peut-être choisir un autre moyen thérapeutique. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va résoudre l'équation de la communication pour les patients atteints de croisés parce que le boss des LCA est à ma gauche. Et bonjour. Ça va Simon ? Ça va bien. T'as mis les lunettes de Tug, elles sont incroyables. Franchement, là, je suis elles sont vraiment exceptionnelles. Prêt à répondre aux questions. JP, tu vas bien aussi ? Grave, tout va bien. Bon, je suis en compagnie du coup de mes deux acolytes spécialistes du membre inférieur. Je pense que tu peux enlever les lunettes. Ça fait un peu mal aux yeux. Ouais, les enlever. Elles ont l'air pénibles. On va les poser là. En réalité, je voulais te poser une question, Simon, parce que j'ai vu que tu en perds ton téléphone, dis donc. Ouais. J'ai vu qu'avec tes patients qui étaient opérés pour des croisés, tu faisais des rendez-vous préopératoires pour leur expliquer des choses qui allaient se passer en post-op, parce que souvent ils n'étaient pas informés de ce qu'ils allaient subir en post-opératoire. Ils pensaient que l'opération c'était comme se faire enlever un petit grain de beauté, quoi. Genre t'es là, tu t'es fait les croisés, hop, on te remet un petit croisé, et puis tranquille, tu vas rejouer au foot après. Exactement. Et ça avait l'air de poser problème, et tu as résolu cette équation, et je trouvais ça très, très pertinent de partager ça avec nos auditeurs. Hop, je t'arrête 2 petites secondes, juste pour te prévenir que JP, Maxime et Simon t'ont préparé une formation sur le ligament croisé exceptionnel qui aura lieu le 23, 24 et 25 octobre 2024 à Rennes. Suite à notre précédent podcast sur les croisés, il y a déjà beaucoup de places qui sont parties. La formation est prise en charge FIFPL et DPC en fonction de ce que tu as fait dans l'année. Mais franchement, tu ne peux pas la louper si tu as des patients sportifs. Tu auras la réponse à toutes les questions que tu te poses au sujet de la rééducation des LCA. Bref, si tu veux t'inscrire, le lien est directement dans la description. Je te souhaite un bon épisode. Déjà, ça me tenait à cœur parce que personnellement, j'ai eu une fin de carrière prématurée. À 2 reprises en plus, donc j'ai vraiment pas eu de chance, tu vois. J'étais revenu, j'étais aux portes et récidive, bon voilà, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, en fait, de mon expérience, on m'avait pas forcément expliqué ce que c'était. Déjà ce qui allait se passer, ce qu'on te faisait, bon, je m'en foutais un petit peu, j'avais 15 ans, tu vois, donc mais je pense que ça a quand même un gros intérêt sur tu vas visualiser l'objectif final, quelles sont les étapes que tu vas devoir accomplir. Et je pense que c'était quelque chose qui était primordial pour augmenter mon adhérence déjà au traitement, d'une part. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse le mettre en place avec l'ensemble des patients qui vont se faire opérer des croisés et qui vont venir à notre cabinet. Mais quand tu disais que tu savais pas ce qui est arrivé, genre personne t'a prévenu, le chir t'a pas dit ce qui t'attendait ? Après je savais de par en fait tu sais tout ce qu'on te dit, tu vois, les croisés, voilà, tu sais que t'en as pour 1 an à peu près ou 6 mois, que si t'as regardé la télé et qu'il y a un joueur qui est revenu hyper vite. Et t'as pas eu l'impression qu'on t'ait donné des informations suffisantes de manière carrée par un professionnel ? C'est pas forcément, enfin j'ai pas l'impression, tu vois. Et, Okay. et même ça, une fois, je me rappelle, c'est une anecdote incroyable, une patiente qui arrive 2 mois post-op et qui me dit mais Simon, c'est bientôt fini, tu vois. Je te jure, elle m'a dit, elle a utilisé ces mots, mais c'est bientôt fini, ou ça va durer longtemps encore. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais parle de quoi là Et je lui ai répondu, ouais, au moins 6 mois, tu vois. Enfin, sachant que c'était une patiente qui était pas sportive, donc en vrai 6 mois pour aller faire du footing, ça passe. Et personne lui avait dit. Elle s'était fait opérer des croisés parce qu'elle était instable dans la vie de tous les jours, donc en l'occurrence, pourquoi pas. Elle avait jamais fait de kiné avant. Elle est arrivée, opérée, rééducation. Au bout de 2 mois, elle dit mais ça va encore durer longtemps. Parce que je comprends, tu vois. Parce qu'elle, si elle n'est pas éduquée, elle vit dans le monde du sport, elle sait pas du tout quel est l'impact de cette blessure, de l'opération. Et donc, ça amène à des problématiques comme ça. Donc, dans ce que j'ai fait un petit PowerPoint, en gros, une dizaine de diapos pour expliquer en fait aux patients qu'est-ce qui allait se passer pendant sa réhabilitation, pendant sa rééducation, avec
déjà, je commençais par expliquer quels sont les facteurs de risque déjà de se blesser, pourquoi est-ce que la personne elle s'est fait mal au genou, et qu'est-ce qu'on va pouvoir nous avoir comme impact sur ces facteurs de risque qui vont rester généralement après la rééducation, la fin de la rééducation. Donc on a bien sûr une faiblesse du quadriceps, on a tout ce qui est fatigue, après on a des facteurs de risque non modifiables comme le sexe, l'âge, qui vont aussi rentrer en jeu. Déjà, le fait qu'ils prennent conscience de ces facteurs de risque, ça va permettre de les impliquer aussi dans leur rééducation. Ils vont se dire je suis faible j'étais peut-être faible du quadri, j'avais peut-être pas un bon contrôle moteur, j'avais peut-être pas de gainage. Du coup, tout ce que je vais mettre en place pendant la rééducation qui va pas être directement lié sur mon genou, ça va avoir un impact sur ces facteurs de risque modifiables et il va peut-être comprendre pourquoi tu vas lui faire du renforcement des fessiers ou du cardio pendant sa rééducation alors qu'il vient pour un genou. Tu vois. Ouais, ça justifie ce que tu fais après. Je pense que ça aide à la personne à comprendre. Ils comprennent. Parce que nous, ça nous paraît logique. On sait ce que c'est un quadriceps, on sait ce que c'est des ischios. On n'a même pas souvenir de quand est-ce qu'on a appris ça. Mais la réalité, c'est que nos patients, ils ne le savent pas forcément ce que c'est, et quelle est la fonction. Donc il faut vraiment leur expliquer tout ça. Et des fois, c'est pas facile parce que pour nous, ça nous paraît inné. Donc première partie, expliquer les facteurs de risque, pourquoi il s'est blessé, etc. Deuxième partie qui me semble primordiale, moi, ça va être d'expliquer qu'est-ce qui va se passer. L'opération, c'est quoi ? Qu'est-ce qui me prenne ? Parce qu'on te prend un greffon, on te prend un tendon rotulien, on te prend des ischios, on te refait un ligament, mais ok, il servait à quoi ces muscles déjà ? Et à quoi il sert le ligament ? JP. Ah, tu me poses vraiment la question ? Ouais, non, mais là, Il stabilise l'articulation, non ? Ouais, j'imagine. Ouais, il a un rôle mécanique. Il a un rôle mécanique, ça c'est certain. Mais moi, je pense que ce que les patients ne savent vraiment pas, c'est qu'il a un rôle proprioceptif énorme. Exactement. Les patients, ils pensent que si t'as pas de ligament, ton genou, il va se luxer. Ouais. En gros. Mais pour que ton ligament il soit mis en tension, il faut que tu te fasses une entorse en fait. Au niveau du genou, je parle. Donc théoriquement, tant que tu te fais pas d'entorse, ton ligament, il a pas de rôle mécanique. Ou très peu. Et en fait, le ligament, il a un rôle principalement proprioceptif. Et donc, le fait de faire comprendre ça au patient, ça me permettait de lui expliquer que ce rôle proprioceptif, il va pouvoir être remplacé grâce à la reconstruction au niveau des schémas neuronaux, etc., par d'autres structures. Peut-être la capsule, peut-être les muscles, les tendons, etc. Ils vont renvoyer des informations au cerveau qui va permettre de réintégrer en fait ces infos et de donner la position du genou dans l'espace au corps, au cerveau. D'ailleurs, je vous pose une question parce que j'y connais strictement rien. Est-ce qu'on sait si le greffon, a posteriori, il se ligamentise ? Genre, est-ce qu'il a les propriétés d'un ligament ou pas ? Et du coup, est-ce qu'il est aussi informationnel que un ligament Pour moi, il va se transformer, il va petit à petit se retransformer en ligament. Okay. Ça va être un processus qui va être très long. J'ai 1 à 2 ans pour moi pour arriver à un ligament, une structure ligamentaire à peu près similaire à avant. Et ça, c'est dû au fait qu'il soit entouré de synovies. Il me semble que c'est ça qui permet le changement de structurel. Après, je sais pas si en termes de récepteurs à l'intérieur du ligament, ça redevient similaire. La connexion nerveuse, est-ce que... J'ai exactement les mêmes données que toi. Il y a un truc... En fait, ça devient un ligament, ça c'est sûr. Ça a été montré. On sait pas si la sensibilité... On sait pas s'ils ont retrouvé le même nombre de capteurs et s'ils retrouvent exactement... Mais... Je crois pas que ça retrouve les mêmes propriétés d'un point de vue mécanique en plus, parce que un ligament croisé antérieur, c'est un faisceau mais qui est torsadé sur lui-même. Et lorsqu'ils prennent un ischio ou un tendon quadricipital, il n'y a pas ce phénomène de torsion. Et ce phénomène de torsion, il me semble que l'objectif, c'est que que le ligament il soit constamment en contrainte, peu importe. Ils font pas ça avec le DT4 ? Non, parce que le DT4, ça veut juste dire qu'ils prennent le demi-tendineux, mais qu'ils le divisent en 4. Voilà, il le plie 4 fois. J'avais capté qu'il le... Il le torsade, mais ça sera jamais autant torsadé. En fait, ils essayent le plus possible de se rapprocher de l'anatomie, mais t'as toujours une différence. Oui, non, bien sûr, c'est évident. Mais j'aimerais bien savoir, en effet, si ça se recolonise autant en termes de récepteurs. Je sais pas. Là, j'ai pas la ref là-dessus, mais en tout cas, c'est très compliqué à savoir. Mais je pense que ça serait, faut faire des études cadavériques et tout. Ça me paraît un peu compliqué. Faut tuer des gens qui se sont fait les croisés.
Oui, je pense que des gens qui meurent avec les croisés. Faut avoir leur pédigré. Peut-être qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas, ceux qui ont les 80, comment on dit, les octogénaires. Les octogénaires. Les octogénaires. Oh là, je suis parti en couille. Les octogénaires, il y en avait peut-être pas beaucoup qui se faisaient opérer des croisés, mais je suis pas sûr. Non, mais surtout que je crois que c'est pas le problème une fois qu'ils. Non, c'est ça. C'est clair. Du coup, où est-ce que j'en étais? Donc ouais, très intéressant d'expliquer le rôle du ligament pour qu'ils comprennent le pourquoi du comment, pourquoi on va faire de la proprio, qu'est-ce que c'est. Bon, je leur explique très simplement parce qu'en vrai c'est très complexe. Voilà, sur cette partie-là, le rôle, quel type d'opération il va subir et quelles vont être les conséquences de l'opération, parce que entre un Kenneth Jones ou un DIDT ou un DT4, l'impact sur les activités de la vie quotidienne va être complètement différent, surtout au début de la prise en charge. On sait que à la fin, il n'y aura pas de différence. Ils vont retrouver normalement une capacité fonctionnelle similaire, mais par contre, au départ, ça va avoir un impact assez différent sur la vie quotidienne. Et aussi, l'aspect qui est le plus mis en avant sur le choix des techniques, c'est aussi l'aspect visuel. À un moment donné, c'était vraiment la mode de faire beaucoup de Kenneth Jones dans les années 2000, jusqu'aux années 2000, je pense, 2010 peut-être. Et après, on est plus parti sur les greffons au niveau des prélèvements au niveau des ischios, parce que visuellement, cicatrice plus petite, potentiellement moins de risques infectieux également. T'as moins de tendinopathie patellaire. T'as pas de tendinopathie patellaire. Il n'y a pas de tendinopathie patellaire post-op. Mais au final, c'est la même chose. Je pense que si on devait choisir une technique, c'est la meilleure technique, c'est celle que le chirurgien il maîtrise le mieux. Ouais, tout à fait. Et après, maintenant, il y a une nouveauté qui est sortie récemment avec la reprise de greffon. Enfin, c'est même pas une suture du ligament croisé antérieur. Donc là, on a peu de recul là-dessus. Je pense que, selon un avis d'expert, je dirais que ça semble être la meilleure méthode, parce qu'il n'y a pas de prélèvement d'un greffon à un autre endroit, donc moins de problématiques de douleur. Et c'est le prélèvement du greffon qui entache le début de la rééducation. Quand tu te fais retirer un bout de tendon quadricipital, t'arrives pas à contracter ton quadri au départ, parce que dès que tu contractes, ça vient tirer sur le truc qui vient de te prendre. Surtout et t'as mal. On parle d'un tiers quand même. Oui, c'est le tiers central. Il t'enlève un bout d'os de la TTA, un bout d'os de la patella. Donc ils y vont fort. Il y a forcément beaucoup d'œdème, etc. Comme quand tu vas prélever les ischios, ils viennent prélever l'entièreté du tendon, quoi. Et ça, c'était un truc que je me posais comme question, notamment quand j'étais à l'école, c'est comment ils font. Moi, je pensais qu'ils prenaient un bout. J'étais au bloc. Ils coupent, donc ils te font une insertion au niveau du tibia. Ils te décollent ton demi-tendineux au niveau de la patte doigt. Ils prennent un genre on va dire un scalpel, un truc rond. Ils te passent le tendon dedans. Ils te remontent ça jusqu'au milieu de la cuisse. En fait, ça t'a décollé tous les fascias du ligament. Ils te sortent un bout de steak comme ça, le bordel. Ouais. Donc il y a beaucoup de blanc parce que c'est la partie tendineuse et un peu de rouge à la fin. Ils le plient et tout. Et après, ils referment. Et en fait, quand on va voir les chirurgies, tu comprends pourquoi les patients ils ont mal après. Et pourquoi il y a des bleus des fois à mon souhait. Oui. Et donc quand on te prélève en ischio, moi j'aime bien leur dire, parce que c'était les principaux problèmes qu'on avait au cabinet, enfin les principaux types de greffons qu'on avait au cabinet. Je leur explique ce qu'ils vont pas pouvoir faire. Des choses simples de la vie de tous les jours, comme s'essuyer les pieds. Tu vois. Quand tu viens de te faire un greffon, moi je me suis pas les pieds, mais tu remarches. Ouais, mais parce les pieds, toi non, mais toi c'est que tu vis dans une maison, il y a de la terre battue par terre. T'as pas besoin. Et tu vois, un patient, il va bien, il a repris la marche, nickel, sans béquille, etc. Il arrive, il se met à pleuvoir parce que voilà, c'est l'automne qui arrive. Il s'essuie les pieds, il va se faire mal à l'ischio, tu vois, au début, peut-être. S'il est un peu bourru, ça m'est déjà arrivé, moi. Etc. Il fait mal juste pour ça. Mais il faut leur expliquer tout ça, tout ce qui va se passer. Moi, j'aime bien leur dire aussi qu'ils vont avoir généralement plus de douleur la deuxième semaine, surtout sur les DDT, par rapport à la première semaine. Parce que il y a le bleu qui ressort, il y a généralement moins de dentalgique également, et donc ils ont plus mal. Et si t'as pas prévenu ton patient qu'en fait ça allait être pire peut-être la deuxième semaine par rapport à la première semaine, bah forcément il va s'inquiéter, ça paraît logique. Tu t'es fait opérer, t'avais pas trop mal, et puis après t'as très mal. Tu te dis il y a un problème là. Ouais, et puis je pense que ça permet aussi de dédramatiser en fait tout ce qui va se passer après la chirurgie, et tu peux aussi leur donner les bons conseils pour que parce que les patients qui reviennent au bout d'un mois et qui n'ont pas bougé la jambe, qui ont gardé leur attelle,
c'est pas possible, quoi. Bah c'est ça. Et donc une fois qu'on avait expliqué donc facteur de risque, le rôle du ligament, les différents types de chirurgie, je passais sur qu'est-ce que je dois faire juste après l'opération. Ok. Donc là, je donnais des conseils sur le glaçage. C'est hyper rassurant pour le patient. Bah, ça va dédramatiser, je pense, vachement le. Ils se sont bien pris en charge aussi, tu vois. Il se dit, voilà, je suis face à quelqu'un qui connaît Exactement. ma pathologie, tu vois. Ouais. Ouais, non seulement je suis en face de quelqu'un qui connaît la patho, mais en plus, si je me réveille avec une patate à la place du genou, je suis pas inquiet. Ouais, puis c'est m'a habituel. expliqué. Il m'a dit que c'était normal. Voilà, c'est normal, il y a pas de problème. Et après, voilà, on essaye de donner les. Tu mettais ces lunettes quand tu. Non, parce que sinon, c'était peut-être pas assez sérieux, mais Ouais, j'aurais pu, hein, ça aurait. Ouais, ça dépendait des personnes. Et du coup, donc là, j'essaye de lui donner les indications pour bien faire ses premiers jours après l'opération. Mon objectif à ce moment-là, c'est que le patient il est pas mal, enfin le moins mal possible, et qui bouge quand même pas beaucoup pour éviter qu'il y ait trop d'hématomes, parce que les hématomes, quand ils sont importants et qu'ils ressortent, ça peut être extrêmement pénible, ça peut même produire des douleurs nerveuse par compression, tu vois, quand l'hématome il commence à se solidifier 2-3 semaines après. Des fois, tu as des patients, ils te décrivent des douleurs dans le pied, fourmillements et tout. Et du coup, donc, c'est glaçage, l'éducation par rapport à l'attelle, on refait le point sur ce que le chirurgien a dit, ce qui est permis, ce qui est pas permis, les béquilles. De quoi on parle? De la position allongée. Moi, je leur dis, pendant 3 jours, tu vas pouvoir rester allongé, tu surélèves un petit peu la jambe, tu regardes une série, mais surtout tu fais pas grand chose, quoi, tu vois. Vraiment, tu limites un maximum tes activités. La série sur Conor McGregor, par exemple. Ouais, pourquoi pas, hein. Carrément. Très bonne série, j'ai adoré. Moi. The Office, y a rien non, au-dessus de The Office. On regarde 300, mais genre 10 fois de suite. Voilà. Après, là, ils vont être déter. Hein. Il va être excité, ça le problème. Il risquerait de faire des bêtises. Mais quand même, enfin, excuse-moi de te mettre un petit bémol, mais moi, j'aime bien leur dire, si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de marcher, si vous avez, faut y aller, parce que j'ai peur qu'au bout de pendant 3 jours, ils soient trop bloqués sur leur lit, tu vois. Je suis partagé là-dessus. Moi, vraiment, je me dis que ça va rien faire, en fait, s'ils restent 3 jours allongés. De toute manière, tu sais qu'ils vont bouger. Déjà. Ils vont pas rester allongés strict. Possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais moi j'ai tendance à dédramatiser le plus possible la marche, l'activité. Mais en fait, moi je leur dis, ça c'est 3 jours. Ouais. Après, c'est fini. Donc là, profite de ces 3 jours, repose-toi, et après on va charbonner. Je me dis pourquoi 3 jours? Parce que j'estime que c'est le temps que le corps dont le corps va avoir besoin pour commencer à limiter le saignement, en fait. Et je veux pas que ça saigne de trop. C'est pour ça que je vais dire ça, mais en effet, je pense que c'est tout à fait discutable, hein, comme façon de faire. Il n'y a pas de données là-dessus. Tu présente pas forcément un truc ultime, mais déjà rien que le fait de présenter quelque chose aux patients, ça change la donne. Et en fait, clairement, le fait d'avoir présenté, expliqué ça, tu vois, ça m'a permis de me rendre compte de certaines pratiques des patients, tu vois. J'ai un patient, je lui fais toute la présentation, tu vois. Oh oui, c'était le boss. Exceptionnel. Lui, je sais qui c'est. Ça commence par un A. Oui. Yes. Exceptionnel. Si tu nous regardes, mec, merci à toi. Et je lui ai expliqué tout. Champion, mec. Il se fait opérer. Je lui fais une visio 2-3 jours après, parce qu'il habitait loin et tout, c'était plus simple. Je dirais, ça va et tout. Comment s'est passé l'opération? Franchement, nickel et tout. Et là, il me dit, hier, j'ai eu un peu mal quand même ce matin. Hier, je suis parti faire le magasin. Qui me dit. Okay. Ouais, c'était l'anniversaire de ma femme, j'ai été lui acheter une bague ou un truc comme ça et tout. J'ai marché 2 heures ou 3 heures à Alma. Je me suis dit, mec, t'as expliqué pendant 30 minutes qu'il fallait rester allongé. T'as bien insisté sur le fait qu'il fallait être tranquille pendant 3 jours, tu vois. Et il a été faire les magasins à Alma. Je me dis, tu vois, au final, le patient qui a envie de bouger, il va quand même pas, il va pas t'écouter, tu vois, je pense. Donc, voilà, première partie, j'explique quand même les consignes sur la première semaine, voilà, vas-y tranquille. Et après, je lui divise la rééducation en 3 phases. Et moi, je vais plutôt avoir tendance à utiliser des phases fonctionnelles. En gros, je vais lui dire, on va avoir premier objectif que tu marches sans canne. Deuxième objectif que tu reprennes la course à pied. Et troisième objectif que tu reprennes ta pratique sportive. Et à chaque fois, je lui explique ce qui va se passer pendant les différentes phases. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va pouvoir reprendre le cardio? Est-ce qu'on va pouvoir reprendre la course? Est-ce qu'on va pouvoir faire du vélo?
quel type d'exercice on va faire, est-ce qu'on va faire du sprint, etc. en fonction des phases. Et tout ça, ça permet en fait qu'il voit que déjà ça va pas être les vacances. Il va devoir donner de sa personne, il va devoir s'investir. Et j'insiste vraiment là-dessus. Je mets que c'est un investissement avant tout. Et s'il est pas prêt à faire les efforts entre guillemets nécessaires pour se faire opérer et faire une bonne rééducation derrière pendant 6-8 mois, peut-être choisir un autre moyen thérapeutique pour prendre en charge son croisé et peut-être juste faire 3 mois de rééducation et voir ce qui se passe. Tu vois. Et c'est aussi un moment pour échanger avec le patient, lui demander quelles sont ses attentes à lui, quel est son objectif derrière tout ça. Ça va nous permettre de savoir où est-ce que nous on doit s'arrêter. Parce que en tant que kiné du sport, on a toujours envie de pousser le truc hyper loin. On voudrait que le mec il vienne tous les jours, on puisse le pulvériser, faire du cardio, du renfort du haut du corps et tout. Mais des fois, en fait, le patient il veut pas ça et il faut qu'on soit au courant. Tu vois. Voilà. Et sinon, que dire de plus sur ce petit entre éducation thérapeutique. Comment tu fais quand c'est des mineurs ? Justement, je pense que c'est primordial pour ce profil-là, c'est de faire le rendez-vous avec les parents, du moins le parent qui s'occupe de l'enfant par rapport aux soins. Parce que pour tout ce qui est récupération, nutrition, j'en parle un petit peu aussi dans la présentation, à 15 ans, c'est pas toi qui te fais à manger généralement. C'est tes parents qui vont pouvoir être là aussi pour te dire il faut que tu le fasses parce que c'est important pour ton genou. Et quand t'es adolescent, des fois t'as un peu la flemme, tu vois, on va pas se mentir. C'est clair. Donc vraiment important aussi d'impliquer l'ensemble du staff, on va dire, tu vois, dans ce processus de guérison. En fait, c'est comme un sportif de haut niveau. Si tu lui fais sa rééducation, il va falloir lui parler, expliquer ce que tu fais au coach, expliquer ce que tu fais au médecin. Tout le monde va devoir être au courant, en fait, pour que tout le monde aille dans la même direction potentiellement. Donc ouais, c'est la façon dont je vais procéder avec les mineurs aussi. Moi, je trouve ça vraiment pertinent. En vrai, tu vois, on parle pour les croisés parce que c'est la rééducation la plus longue, entre guillemets. En vrai, c'est pas plus long qu'une coiffe opérée, mais c'est la manière dont la plupart des kinés voient ça. Genre, c'est la rééducation longue, stylée, où tu peux faire des trucs de ouf et tout à la fin. C'est vrai. Mais je pense que pour toutes les pathos, traumatos, et même pas forcément que traumatos, rhumatos, ce serait intéressant de faire un espèce de petit entretien comme ça. Et je pense que notre premier bilan, en vrai, ça devrait être un bilan de 45 minutes, 1 heure, parce que ça prend quand même du temps. Et après 30 minutes, voire 1 heure d'éducation comme ça, où je pense que tu peux changer la donne vis-à-vis de tout ce qui influe sur les douleurs, sur la rééducation à côté. Et je pense que ce serait intéressant de prendre le temps. Après, pour 16,13 € et 20 €, 23,01 € de bilan, c'est compliqué, mais je pense en vrai, pour moi, la chose qui me paraîtrait optimale, en effet, c'est le bilan. Après, des vidéos d'éducation thérapeutique, tu vois, sur des choses qui n'ont pas forcément un rapport direct avec leurs blessures, donc éducation, la nutrition, le sommeil, etc., qui comprennent en fait que gestion de la charge, c'est lui l'acteur et l'éduquer tout simplement, tu vois. Et après, un point sur ses objectifs personnels aussi, parce que ça pour moi c'est primordial. S'il n'est pas impliqué dans sa rééducation, c'est hyper problématique. C'est clair. S'il y a une chose surtout à ne pas faire par contre avec les patients qui vont se faire opérer, c'est de leur montrer, je pense, des images de la chirurgie. Et ne même pas leur dire surtout ne va pas voir sur internet, parce que si tu dis ça, t'es sûr qu'il va les voir, tu vois, par curiosité, c'est normal, comme un enfant. Donc pas d'image, je pense, de la chirurgie. Pourquoi pas des images? Parce que c'est anxiogène. Ouais. Moi, je me mettais juste une image d'un bleu, tu vois, parce que pour leur montrer que ça pouvait arriver et que c'était pas grave. Tu vois, je dédramatisais le truc, voilà, il va y avoir un bleu, t'inquiète, c'est normal, ça va faire mal pendant 2-3 semaines, mais après ça va aller mieux. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais que est-ce que on a le temps, est-ce que voilà, c'est compliqué. Ok, j'entends cet argument-là, mais je pense clairement que tu vois tout ce qu'il nous a dit là. En fait, ça te gagne du temps sur après de manière. Je suis d'accord. Donc en effet, tu perds du temps lors de la première. C'est de l'éducation thérapeutique. C'est de l'éducation thérapeutique. En fait, c'est pas du temps perdu, c'est du temps consacré à un objectif qui va en fait te permettre après de gagner du temps, de gagner en efficacité, de gagner en confiance, en alliance thérapeutique. Je pense qu'avec le recul, c'est un truc qui pourrait être intéressant de le faire sur des prises en charge qui sont relativement longues comme les croisés. Tu vois, tous les 3 mois, refaire un point sur pas forcément ce qui s'est passé parce que bon voilà c'est fini, on s'en fout, mais refaire un point peut-être sur les objectifs et sur nos objectifs perso en tant que kiné, qu'est-ce qu'on va vouloir qu'il atteigne pour le prochain bilan et qu'est-ce que lui il veut faire et où est-ce qu'on en est, comment tu vois, ça permettrait. Moi j'aime bien faire un feedback quand même sur les tests, tu vois.
à la fin d'une à la fin d'une phase, tu dis voilà, on a fait tel test, voilà où t'en es aujourd'hui, t'étais à tel niveau. Tu vois, ça donne aussi un peu une récompense aux patients. Bien sûr, voilà, qui voient pas juste le long tunnel. Il faut qu'il y ait des critères objectifs de comparaison. C'est sûr, je disais peut-être le faire parce que je le fais avec les tests, mais de manière très informelle, tu vois, au cours de la séance. Ouais. Pour faire peut-être un point un peu plus. Ouais, évidemment. C'est grave important. Formel, justement, avec une séance un peu dédiée à ça. Et tu vois, il y a un truc que tu faisais, toi, et que moi, j'ai jamais fait. Enfin, si, je l'ai fait, mais dans un contexte professionnel particulier. C'est le rendez-vous avec le chir, post-chirurgie. En fait, c'est hyper intéressant que le kiné soit présent. Bien sûr. Ah oui. Parce qu'il y a toujours on parle pas forcément la même langue avec le patient. Il va pas forcément dire les trucs que toi tu aurais dit. En fait, il comprend pas forcément. Il y a vraiment ce côté humain. J'adore les chirurgiens, tu vois, mais il y a ce côté humain qu'on a plus que dans le dialogue, parce qu'en fait, on parle plus avec les patients. Exactement. Rien que le temps qu'on passe avec les patients, voilà. c'est. Du coup, on vulgarise mieux les choses et on les rend plus compréhensibles pour le patient. Et du coup, je pense que c'est important, tu vois. Mais après, le chirurgien a l'avis d'expert. Et les patients font confiance au chirurgien, c'est normal, heureusement, qu'ils se font opérer par eux. Mais si on peut pas être présent, au moins faire un petit courrier avec les données objectives et un petit commentaire. C'est très important. Voilà, ça prend 5 minutes. Je vous le dis, ceux qui nous regardent, les chirurgiens, ils lisent pas forcément en détail ce que vous avez fait, mais quand ils reçoivent un courrier, ils l'ouvrent par respect et en fait, ils se disent déjà c'est quelqu'un de consciencieux. Ce kiné, c'est quelqu'un de consciencieux, donc ils vous font déjà un petit peu confiance. Après, il faut savoir que les chirurgiens, tu vois, la plupart des patients qui viennent en bilan post-opératoire, moi ce que je voyais sur les épaules, t'as envie de pleurer ce qu'ils te racontent de ce qu'ont fait les kinés. Ah ouais, mais ça c'est clair. Après, il y a forcément des biais, parce que les patients imaginent, je sais pas, ils retiennent un truc par-ci, par-là, tu vois, tu t'es trompé, t'as mis un électro ou t'as mis un électro parce que tu pensais que ça allait être intéressant d'un point de vue neuro, etc. Le patient, il va se rappeler que de ça, il va dire, bah, le kiné m'a fait de l'électro. Sauf qu'il a oublié les 20 séances d'actifs que tu lui as fait. Donc, faut faire attention, mais des fois, quand même, tu vois que les kinés, ils ont abusé, et du coup, les chirurgiens perdent la confiance envers les kinés. Bien sûr, je comprends tout à fait. Vas-y, en vrai, franchement, madame, n'allez plus faire de séances, faites de l'autorééducation. C'est pour ça qu'il faut. Pas tort, tu vois. Ben ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut absolument laisser une trace en mettant, voilà, j'ai travaillé un truc simple, clair, faut pas les embrouiller, mais faut pas faire c'est pas de la poudre aux yeux qu'il faut balancer, juste montrer ce que t'as fait d'un point de vue hyper pragmatique et voilà quoi. Du coup, tu mérites vraiment ces lunettes de Tug. C'est lunettes de Tug, ça. Ah, bien sûr. Ça comme ça. Merci Simon pour ce petit partage. Merci infiniment. Très intéressant. Si jamais vous voulez aller plus loin, on a fait une formation gratuite de 4 grosses vidéos qui expliquent comment nous, on réfléchit avec les patients, comment on bilante les patients pour aller sur de l'actif. Et du coup, on parle beaucoup de communication dedans. Et c'est vraiment important de maîtriser ce skills en tant que kiné actuellement. Bien parler, bien communiquer avec les patients pour vous faire comprendre et expliquer les choses de la bonne manière pour avoir une bonne adhérence, comme l'a expliqué Simon là. C'est vraiment super important. Si vous voulez télécharger cette formation, encore une fois, c'est gratuit. Vous cliquez juste sur le lien dans la description de l'épisode. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, mettez-nous une review de 5 sur 5. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Pensez à répondre au sondage sur Spotify. Je vous mettrai un petit sondage en lien avec cet épisode. Et si vous êtes sur YouTube, petit pouce bleu, abonnez-vous, activez les notifications, lâchez votre meilleur commentaire au sujet de ce qu'a fait Simon. Je pense que voilà, il mérite quand même sur les lunettes des lauriers d'or. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients, communiquez bien avec eux. Merci les gars, merci Simon. Et merci. Nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. À bientôt. Si jamais tu as kiffé cette petite discussion entre JP, Simon et moi-même, je t'invite à venir te former avec nous à cette super formation sur le ligament croisé qui aura lieu le 23, 24 et 25 octobre 2024 à Rennes. On verra comment optimiser la phase préopératoire comme on en a parlé dans ce podcast. Quelle est la bonne stratégie de rééducation si on part sur un traitement conservateur? Et est-ce qu'il faut opérer ou pas? La réponse est toujours ça dépend, mais on verra pourquoi ça dépend et comment évaluer les patients. Quel test diagnostic tu peux utiliser au cabinet? Comment faire reprendre la course à ton patient en post-opératoire? Et comment optimiser la reprise de la pratique sportive en évitant le risque de récidive? Bref, on voit tout de A à Z. En attendant, n'oublie pas de nous dire en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode et évidemment de t'abonner.